Le débat du jour. Anne Souhaitemont. Bonsoir à tous. Suite de notre semaine de débat exceptionnel après l'Europe lundi. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation. C'est un sujet crucial. Quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. L'éducation nationale en 2017, ce sont 860 000 enseignants, un peu moins de 15 millions d'élèves et d'étudiants pour un budget de 147 milliards d'euros. C'est aussi un secteur en crise. Les rapports et les comparaisons internationales s'accumulent. Le diagnostic est toujours le même. L'école française est l'une des plus inégalitaires de l'OCDE, celle où le poids des déterminismes sociaux pèse le plus lourd dans la réussite scolaire, l'obtention d'un diplôme et l'accès à l'emploi. Bref, pas de statu quo possible là-dessus. Les deux candidats qualifiés pour dimanche sont d'accord. Les programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ont d'ailleurs quelques lignes communes. Développement nécessaire de l'alternance, introduction d'une sélection à l'université, évolution de la réforme des rythmes scolaires et priorité accordée à l'acquisition des fondamentaux. Des points en commun, mais des philosophies diamétralement opposées. Marine Le Pen s'inspire de l'école d'hier, voulant restaurer, c'est le mot qu'elle utilise, une école sans chahut, avec uniforme, avec un maître au centre de la classe, alors qu'Emmanuel Macron regarde lui vers l'étranger pour s'inspirer. Il souhaite favoriser l'autonomie, l'individualisation des enseignements et accentuer les efforts sur les zones dites prioritaires. Éducation, le duel des programmes, c'est notre grand débat de ce soir. Bienvenue. RFI. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Alain Avello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil stratégique de Marine Le Pen pour cette élection et vous êtes justement en charge des questions d'éducation. Pour débattre avec vous, François de Rugy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Loire-Atlantique, soutien d'Emmanuel Macron. Alors, je vous propose, messieurs, de commencer par une opposition qui me semble assez fondamentale, frontale, entre les deux projets que vous représentez ici ce soir. L'éducation prioritaire. Emmanuel Macron insiste sur ce thème, François de Rugy, avec une mesure emblématique, 12 enfants maximum en CP et en CE1 dans certaines zones sinistrées en termes d'éducation, une forme de discrimination positive que rejette Marine Le Pen. Alors François de Rugy, pour vous, la priorité, ce sont les REP, les REP+, c'est le terme technique pour parler de ces zones prioritaires. C'est là que naissent toutes les inégalités ? La priorité, c'est en effet de lutter contre les inégalités. Vous l'avez dit, le système éducatif français, qui est un système important, auquel on consacre beaucoup de moyens, qui connaît des réussites d'ailleurs, il faut le dire aussi, il a un gros problème, c'est que l'uniformité est source d'inégalités. Et nous voulons remédier à cela, notamment sur l'éducation prioritaire, mais pas uniquement. Et c'est vrai qu'une des mesures, que nous proposons, c'est celle de dédoubler les classes de CP, CE1 en éducation prioritaire pour avoir des classes de 12 élèves maximum et qui permettraient d'avoir un apprentissage meilleur, parce que le constat qui est fait, c'est que sur les 110, 120 000 élèves qui tous les ans sortent de notre système éducatif sans avoir eu le moindre diplôme, en fait 80% de ces élèves avaient déjà des problèmes de décrochage scolaire en CP-CE1 à l'école primaire. Et donc quand on rate l'école primaire, on sait que c'est difficile ensuite de rattraper ces retards, et donc nous voulons donner la priorité à l'école primaire. Alors Alain Avello, François de Rugy vient de dire une phrase intéressante, l'uniformité est source d'inégalité. Comment vous vous positionnez? Comment Marine Le Pen se positionne sur cette question? Alors, l'uniformité, c'est un terme qui est connoté assez péjorativement, mais il n'en reste pas moins que poser que l'uniformité serait source d'inégalité relève d'un postulat contestable. Je crois qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Vous avez rappelé un certain nombre de problèmes que connaît notre école, particulièrement ce qui nous crève le cœur en tant que praticien, en tant qu'enseignant, parce que, petite incise, les personnes qui ont élaboré la partie éducative du projet de Marine Le Pen sont des praticiens. Ce caractère inégalitaire de l'école, effectivement, nous crève le cœur. Cela étant, selon l'école... Mais traiter différemment les gens qui souffrent de ces inégalités, est-ce que finalement ce n'est pas mettre le paquet sur la source du problème? Cela étant, je disais, arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. Ce dont l'école aujourd'hui a besoin, c'est d'un grand plan de redressement, sinon d'un grand plan de sauvetage. Il faut donc évidemment qu'une volonté politique soit à l'œuvre pour inspirer, pour insuffler, pour suivre les réformes dont notre système scolaire a aujourd'hui tant besoin.
voir dans l'autonomie, comme je le lis dans le projet de Monsieur Macron, une sorte de panacée aux maux dont souffre notre système, c'est aller complètement à contresens de ce que je vous dis là. On va y venir à l'autonomie, mais d'abord sur la réduction des effectifs dans les petites classes, puisque c'est ce dont on parlait, en CP et en CE1, dédoubler les classes, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vous intéresse? Alors, vous m'avez interrogé sur l'énoncé, l'uniformité et source d'inégalité. Donc, je répondais là-dessus, parce que justement, l'uniformité que critique Monsieur de Rugy et son candidat, eh bien, c'est en définitive ce qu'ils entendent résoudre par l'autonomie. Donc, je répondais bien à votre question. Maintenant, pour ce qui concerne l'éducation prioritaire et la baisse des effectifs, il est bien évident que baisser les effectifs par classe, le nombre d'élèves par classe, ne peut être que positif, ne peut être que salutaire. La question est de savoir si ce sera là la solution véritable à tous les maux dont souffre l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire est à l'éducation ce que les politiques de la ville ont été à la ville. On a mobilisé pléthore d'argent public pour essayer de résoudre des problèmes sans parvenir à les résoudre. Je doute que la solution qui consiste à abaisser le nombre d'élèves par classe, ce qui est en quelque sorte séduisant parce que c'est évidemment une mesure de bon sens, suffise à résoudre le problème. Alors c'est pas la seule qui est proposée par Emmanuel Macron. Il y a un autre pivot dans son programme, l'autonomie dont vous parlez à l'instant. Retour pour les collèges qui le souhaitent sur la réforme mise en place l'an dernier avec réintroduction par exemple des classes bilingues. Retour sur la réforme des rythmes scolaires aussi, avec un audit tous les 3 ans par une commission. Il faut casser un peu les codes justement, François de Rugy, pour rénover l'école française. Il y a 2 choses. D'abord, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Avello pour Marine Le Pen, c'est qu'il oublie de dire que dans le programme du Front National, si j'ai bien lu, tous les dispositifs d'éducation prioritaire sont supprimés. Nous proposons de renforcer par rapport aux effectifs en CP-CE1, mais il faut dire, et vous venez d'ailleurs on voit bien ce que vous avez derrière la tête en faisant l'analogie avec la politique de la ville, nous croyons qu'il est utile d'avoir des moyens spécifiques, mais aussi des méthodes spécifiques, et je réponds sur l'autonomie, selon les situations. Et nous pensons que la meilleure façon d'évaluer les problèmes des élèves et les solutions pour y remédier, les solutions notamment pédagogiques, les solutions d'organisation, la façon de faire cours, eh bien ça, c'est à l'échelle de l'établissement, à l'échelle de l'école, du collège, du lycée et même aussi de l'université pour l'enseignement supérieur. Nous ne croyons pas à la grande réforme, je ne sais pas si derrière le mot de plan de sauvetage, il y a la grande réforme de l'éducation nationale décrétée d'en haut, pensée par un ministre ou une ministre de l'éducation nationale qui, même en faisant beaucoup de consultations, décréterait une réforme et puis ensuite elle s'appliquerait de haut en bas sans d'adaptation aux situations locales. Nous n'y croyons pas. Nous croyons au contraire à la réforme par en bas, au changement par en bas, par les écoles, par les enseignants. Nous faisons confiance aux enseignants et nous leur faisons confiance pour définir les bonnes méthodes de travail à l'échelle de l'établissement. La contrepartie, vous en avez parlé rapidement, mais je veux le dire explicitement, c'est l'évaluation, la transparence sur les résultats, évidemment, des élèves pour les parents, mais aussi des écoles pour les parents qui y inscrivent leurs élèves. Alors, avant de redonner la parole, évidemment, à Monsieur Avello, juste un petit commentaire sur cette autonomie. L'actuel ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, s'est interrogé un peu tout en disant, mais si finalement tout part du bas, où est l'éducation nationale? Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, j'ai entendu cette critique de Madame Vallaud-Belkacem. Je crois qu'elle s'exprimait davantage en soutien de Benoît Hamon qu'en ministre de l'Éducation nationale. Parce que la réforme du collège, par exemple, introduit une forme d'autonomie, et c'est très bien, et ça nous le garderons sur le fait que, là aussi, à l'échelle du collège, les enseignants travaillent ensemble avec leur direction, avec les parents aussi, en dialogue avec les parents en tout cas, pour définir des adaptations. Et donc l'éducation nationale, elle reste nationale dans la mesure où les programmes et les objectifs de savoir, ils sont nationaux. Le recrutement des enseignants et leur formation relèvent aussi du ministère de l'Éducation nationale. Alors Alain Vello, vous nous avez dit tout à l'heure, plan de redressement, plan de sauvetage, il se base sur quelle réforme finalement? Sur justement le renforcement des enseignements spécifiques
spécifiques, l'augmentation des heures consacrées à la lecture, c'est l'un des 144 engagements de Marine Le Pen. Non mais pardon, même si nous n'allons certes pas faire toute l'émission sur la question de l'autonomie, je tiens tout de même à réagir sur cette question-là davantage, parce que lorsque l'on nous dit, on nous présente effectivement l'autonomie comme le remède à tous les maux que l'on veut, et je vois bien là effectivement une empreinte en quelque sorte, si vous me permettez le mot, démagogique. Il s'agit d'associer les enseignants, la direction, etc., les établissements à ce qui est décidé précisément en autonomie. Il faudrait quand même faire un inventaire. L'autonomie, elle existe dans les établissements scolaires. Elle existe et elle est le vecteur. Elle s'est révélée déjà depuis un certain temps le vecteur de rupture d'égalité, déjà pour commencer, parce que l'autonomie peut agir à la marge sur les contenus d'enseignement. Donc lorsque Monsieur de Rugy nous dit que l'éducation demeurera nationale parce que les programmes, le caractère national des programmes sera garanti, et que par ailleurs il prône une autonomie quand on en sait les effets concrets, il y a là comme une contradiction. Et quand moi je parle, même si effectivement je conçois que peut-être est-ce moins parlant ou moins sympathique, disons, qu'il faut, et je l'assume, qu'il faut effectivement une réforme qui soit construite par insufflée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une véritable volonté politique, et qui oui, mais alors pardonnez-moi, on a du mal à comprendre concrètement. Vous parlez de quoi quand vous parlez de ce plan de redressement? C'est justement, partons du programme de Marine Le Pen. Est-ce que c'est le renforcement, utiliser la moitié des heures aujourd'hui au primaire pour l'enseignement de la lecture, c'est ça? Bien, alors parlons effectivement du contenu du projet, qu'il faille mettre le paquet, si vous me passez l'expression, sur les fondamentaux, tout le monde en est d'accord. Qu'il faille réformer le système à partir de la base, c'est-à-dire à partir de l'école primaire, cela aussi relève des lieux communs avec lesquels tout le monde est d'accord. Simplement, nous, et l'on voit bien la nécessité d'une volonté politique qui est insufflée encore une fois par un État stratège en matière éducative, nous considérons qu'il faut effectivement déjà décider du temps scolaire, effectivement, qui va être dédié aux fondamentaux. Nous préconisons effectivement, c'est l'un des engagements de Marine Le Pen, que la moitié du temps scolaire à l'école primaire soit consacrée au français. On ne parle pas de l'enseignement en français, mais bien de l'enseignement du français. 12 heures par semaine, et aujourd'hui on est à 10, si je crois. Voilà, ce serait 2 heures de plus. La grande question, c'est vous coupez dans quels enseignements? Alors effectivement, je dois faire une remarque méthodologique. Le projet de Marine Le Pen, qui comporte 144 engagements, procède d'un choix qui a été fait de rester à un certain niveau de généralité. Il ne s'agissait pas, pour plus de clarté, oui, mais là quand même, vous demandez la moitié, vous chiffrez. Pardon, je vais compléter. Cela étant, notre candidate a sous le pied des travaux qui ont été faits, notamment, vous ne l'avez pas rappelé, par le collectif que je préside, le collectif Racine des enseignants patriotes, qui a fait un travail de fond depuis plusieurs mois, depuis 3 ans pour être précis, sur ces questions-là. Nous avons envisagé un caractère dégressif, ce qui n'est pas dans le projet de Marine Le Pen, qui encore une fois ne va pas jusqu'à ce niveau-là de détail, mais un enseignement dégressif, un nombre d'heures dégressives, qui peut être plus de 50% au CP, au CE1 éventuellement, et ensuite... Donc dégressif. Voilà. Alors, François de Rugy, Emmanuel Macron a aussi, l'une de ses grandes idées, décidé de ne pas refondre les programmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parti pris ? Mais encore une fois, nous pensons que les promesses faites parfois par certains candidats de dire on va tout révolutionner, on va tout changer, en général, vous savez ce qu'on dit, tout change, rien ne change. Parce que moi je connais très bien la mécanique. Il va y avoir des grandes déclarations, il va y avoir un ministre ou une ministre qui va pondre un projet de loi, et puis il va y avoir des crispations, il va y avoir des blocages, et il y aura un recul. Nous pensons qu'il faut une certaine stabilité sur les objectifs de savoir, le fameux socle de connaissances communes, il a été défini, on s'y tient, et on se donne les moyens de l'atteindre. C'est ça aujourd'hui le problème dans l'éducation nationale en France, c'est que les résultats ne sont pas bons. Alors évidemment, les enfants... Et alors comment est-ce qu'on les atteint mieux, ces objectifs qui sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui pour vous? Les enfants dont les parents peuvent les soutenir, notamment, on le sait, et je peux en parler, je suis fils d'enseignant, les enfants qui réussissent le mieux dans le système éducatif français, ce sont les enfants d'enseignants, parce qu'ils ont les codes, parce qu'ils sont accompagnés chez eux. Les enfants de parents qui ont les moyens, ils se payent des cours de soutien scolaire. Nous voulons faire, par exemple, voilà, réponse concrète, le fait que le soutien, l'accompagnement au devoir soit fait dans l'établissement scolaire, soit assuré par l'éducation nationale, y compris par des intervenants extérieurs, sur le temps périscolaire, etc. Voilà, ça c'est concret, et ça, on ne peut le définir
correctement, efficacement. On vise l'efficacité, le pragmatisme à l'échelle d'un établissement, parce que ce ne sera pas pareil selon les classes, ce ne sera pas pareil selon les élèves. Nous pensons qu'il doit y avoir un suivi et une évaluation individualisée tous les ans. Quand il y a des élèves qui commencent à décrocher, on leur propose un soutien spécifique, y compris nous on propose la fin des grandes vacances d'été pour en quelque sorte des stages de remise à niveau. Ça a déjà commencé à être fait. On bénéficie des expérimentations et on les généralise. Nous, c'est pour ça que nous prônons l'autonomie à l'échelle de l'établissement, parce qu'il y a des expérimentations, des innovations, on en tire le bilan. Si c'est pas bon, on arrête. Si ça marche, on peut le généraliser. Voilà ce qui permet de progresser. Puis par ailleurs, il y a des différences aussi très fortes avec le projet de Marine Le Pen, qui par exemple, elle propose d'orienter les élèves, quasiment les préorienter dès la fin de la 5e. Et vous vous rendez compte, il y a des élèves qui vont être orientés vers des filières dès la fin de la 5e. Mais comment on peut imaginer, c'est encore des enfants en 5e, des préadolescents, qu'ils vont être orientés pour leur vie entière. Alors ça, effectivement, directement à ce moment-là. C'est le projet, nous pas de ça, le point 80 du programme de Marine Le Pen, la fin du collège unique, avec l'ouverture de l'apprentissage dès la fin de la 5e, avec possibilité de revenir ensuite vers la voie générale. Alors expliquez-nous en quoi ceci est un progrès, Monsieur Avallot. Monsieur de Rugy est fils d'enseignant, il vient de le rappeler, je le suis aussi. Je crois que, par contre, vous êtes un peu loin de ce qui s'observe au niveau du terrain, qui s'observe par les professeurs de collège. Circonscription depuis 10 ans, je suis par ailleurs parent d'élèves. Vous savez, les aptitudes, les goûts, les dispositions des élèves se perçoivent de façon assez précoce. Et cette mesure qui consiste effectivement Mais est-ce qu'effectivement, à 12, 13, 14 ans, on est déjà capable de se projeter dans un métier? Eh bien, c'est bien pourquoi, madame, nous prévoyons un système d'alternance et de passerelle. Mais pourquoi donc continuer à enfermer des enfants qui se réaliseraient dans une voie professionnelle, dans une voie d'apprentissage, dans le collège unique, dont on le sait, l'heure quand même du bilan est venue, si vous permettez, dont on le sait, il a été un dispositif à produire un échec scolaire massif. Bon, je rebondis sur ce que disait Monsieur de Rugy tout à l'heure concernant l'inégalité, ou en tout cas cette dimension inégalitaire de l'école. Nous préconisons aussi des études surveillées. D'ailleurs, je n'ai pas bien compris, dans le détail en tout cas, quelle est votre position par rapport à la réforme du collège, parce que on ne l'abroge pas, on en garde certains aspects. Alors, sur la question du collège unique, peut-être François de Rugy, là aussi, Emmanuel Macron ne veut pas revenir sur ce point-là. En revanche, il veut développer l'alternance plutôt que l'apprentissage. Donc plus tard dans les études. Oui, parce que là aussi, il faut pas vouloir à toute force dès 14 ans. Vous vous rendez compte quand même à 14 ans dire que un enfant, un adolescent va être engagé dans une filière d'apprentissage, d'alternance, c'est-à-dire qu'il va passer la moitié de son temps dans un poste de travail. C'est pas, moi je pense que ce n'est pas bon ni pour les jeunes concernés. Bien sûr, il peut toujours y en avoir quelques-uns, mais on peut pas partir du cas de quelques-uns. Et surtout après, pour les entreprises qui vont les accueillir, parce qu'il va falloir quand même les trouver, les entreprises qui accueillent. Alors que à partir de 16 ans, c'est beaucoup plus réaliste. Nous proposons en effet de développer l'alternance, y compris à l'université, c'est-à-dire d'avoir dans l'enseignement supérieur des formations professionnalisantes en alternance. Et ça, oui, c'est quelque chose qui doit être fait de façon beaucoup plus développée, et aussi de garantir aux gens qui vont faire des formations plus courtes au départ, qu'ils auront de la formation professionnelle continue après avoir travaillé 5 ans, 10 ans. Et donc ça aussi, ça fait partie du paquet global sur la formation, d'avoir une meilleure formation continue. Alors, il nous reste 1 minute, mais je voudrais vous donner à chacun la parole 30 secondes pour parler de la discipline. C'est au centre des propositions aussi de Marine Le Pen, Alain Vello. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un maître au centre de la classe? Je vous réponds tout de suite, mais vous aussi énoncez des postulats qui sont discutables. Vous avez dit tout à l'heure que le programme de Monsieur Macron était très ouvert, regardez beaucoup ce qui se faisait à l'étranger, ce qui se fait à l'étranger. Le système suisse d'apprentissage fonctionne très bien. Il est gagnant-gagnant pour les jeunes gens et également pour les patrons. Maintenant, oui, votre question porte sur l'autorité. Alors, il nous reste vraiment quelques secondes, mais un maître au centre de la classe, qu'est-ce que ça veut dire? Un maître au centre de la classe, ça veut dire que le maître tire sa légitimité
légitimité de ses compétences disciplinaires, il doit être conscient de la noblesse de sa mission. Et donc, il faut rétablir une certaine verticalité de la transmission, mettre un terme aux pratiques généralisées de groupe et de sorties scolaires. Est-ce que c'est vraiment incompatible avec ce que vous dites, François de Rugy, en quelques secondes? Évidemment que chacun souhaite que l'autorité du maître, du professeur soit respectée, mais si on veut faire croire aux Français que c'est en rétablissant une blouse qui n'a jamais d'ailleurs existé, l'uniforme n'a jamais existé à l'école, qu'on va y arriver, ou qu'on va supprimer le travail en petits groupes, ou que l'on va cesser, alors qu'il faut valoriser les talents des élèves. C'est comme ça. François de Rugy, Alain Vélo, fin de ce débat. Je suis désolée de vous couper, il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Merci à Quentin Bresson et Florence Pons.